5. Macready fit un détour par la cuisine avant de rejoindre le pub et la bande vidéo qui l'attendait. Il avait ouvert le grand réfrigérateur et en avait sorti 2 canettes de bière pour réapprovisionner le bar, lorsqu'il entendit le hurlement. Il resta là un moment glacé par le cri sinistre, puis il tourna les talons et quitta à la hâte la cuisine en oubliant de refermer le réfrigérateur. Il se servit d'une boîte de bière pour briser la vitre extérieure de la sonnette d'alarme du hall et tira la manette sans se soucier des bouts de verre. L'avertisseur retentit dans tout le camp, incroyablement fort dans les corridors silencieux et calfeutrés. Le directeur de la station et Clark se dirigèrent vers le chenil, suivis de Norris et de Macready. Ce dernier avait pris un fusil dans le petit arsenal et Gary son magnum. Personne n'était complètement habillé. Clark tenait une hache d'incendie. « Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, » leur expliqua-t-il tout en marchant. « Mais quoi que ce soit, c'est bizarre, bruyant et dégueulasse. Je suis sûr que c'est pas un chien. »« Comment peux-tu en être certain ?» lui demanda Gary. « J'ai passé la plus grande partie de ma vie à m'occuper d'animaux, chef. Jamais un chien n'a fait un bruit pareil. » Derrière eux, le couloir donnant sur les petites chambres se remplissait rapidement des autres membres de la station. À moitié nus, ils titubaient, se cognaient les uns contre les autres, heurtaient les portes et sautaient à cloche-pied en enfilant leurs pantalons. La nuit paisible avait brutalement laissé la place à une matinée pleine de confusion. Childs luttait avec la boucle de sa ceinture qui refusait de fermer. Il n'était pas encore tout à fait réveillé. Bennings lui cria quelque chose d'une porte voisine. « Mac veut quoi ?» essaya d'éclaircir le mécanicien. Bennings pivota et disparut dans le corridor avant que Childs ait pu comprendre de quoi il s'agissait. Clark et ses camarades armés arrivèrent près de la porte du chenil. Lors de l'attaque des 2 chiens, Clark s'était instinctivement reculé et avait reverrouillé la porte. Gary lui jeta un coup d'œil interrogateur. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, » répondit Clark. « Et d'ailleurs, je n'ai aucune envie de tenter quoi que ce soit. » Les 2 chiens bloqués dans le passage aboyaient d'une manière hystérique et griffaient la porte en acier pour tenter frénétiquement de rentrer et de reprendre la bagarre. L'un d'eux était tout ensanglanté, et cela ne venait pas de sa collision avec Clark. La mêlée continuait aussi violente à l'intérieur, et le bruit donna la chair de poule aux hommes réunis derrière la porte. La main sur la poignée, Gary hésita. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? C'est ton domaine. » « Je ne suis pas sûr que ce soit le domaine de quiconque dorénavant, » répondit Clark. « Norris et toi, occupez-vous de ces 2-là, » dit-il en montrant les chiens excités. « Macready et moi, nous allons nous mettre de chaque côté de la porte. Si rien ne se produit, nous entrerons. » Gary réfléchit rapidement, puis acquiesça. Norris et lui attrapèrent chacun un chien par le collier et les éloignèrent de la porte. Macready prit place à droite, prêt à tirer, et se concentra. Où diable était donc Childs? Clark posa la main sur le loquet. Il jeta un coup d'œil au pilote. « Prêt !» Macready fit un signe de tête affirmatif. Clark regarda également les 2 autres hommes et vit qu'ils étaient trop occupés à maîtriser les chiens furieux pour parler. Il prit une profonde inspiration et tourna le loquet. La lourde porte pivota. Le bruit à l'intérieur du chenil était assourdissant. Comme rien ne se passait, il fit un signe de tête à Macready et ils entrèrent côte à côte. À l'intérieur, la lampe était cassée ou avait sauté. Il faisait très froid et très sombre. Macready sortit sa lampe de poche, mais avant qu'il ait pu éclairer la pièce, il fut heurté par derrière et jeté à terre. Au moment où les 2 hommes disparurent à l'intérieur du chenil, les 2 chiens échappèrent à Norris et à Gary. Peu habitué à retenir une bête aussi puissante qu'un chien de traîneau, Norris tomba face contre terre. L'un des chiens avait bondi dans les jambes de Macready et s'accrochait à lui. « Mac, où es-tu » hurla Clark. Il avait l'impression que le nombre de décibels dégagés par les aboiements et les hurlements avait doublé depuis qu'ils étaient entrés. « Ici, bordel !» Le pilote gisait à terre. Sa lampe de poche avait roulé hors de sa portée quand il était tombé, mais continuait d'éclairer grâce à son solide boîtier en aluminium. Après avoir récupéré sa torche, Macready se releva et le fusil pointé en avant fouilla la pièce de sa lampe. Clark vint rapidement le rejoindre. Très peu de lumière parvenait du corridor faiblement éclairé. Macready agita sa lampe pour essayer de s'orienter dans cette pièce où il venait pour la première fois.
À l'autre bout du chenil, ce n'était que confusion, aboiement furieux et crocs étincelants. Et puis ce hurlement aigu qui vous glaçait les os. Une force considérable repoussait les chiens hors de cette masse bouillonnante, mais chaque fois qu'ils en étaient écartés, ils luttaient pour reprendre leur place dans la bataille. La lumière se déplaça et tomba sur un chien. Impossible de le dire, car l'espace d'une seconde, c'était un chien, et l'instant d'après, c'était une chose, totalement indéfinissable. Sa forme même semblait changer en présence des hommes. Macready cligna des yeux. La faible lumière lui jouait de mauvais tours. Il s'efforça de fixer ce qui était un chien une seconde et ne l'était plus l'instant d'après. Il entendit une voix impérieuse derrière lui. « Que se passe-t-il, bordel » hurla Gary. « Il y a quelque chose avec les chiens, une sorte d'animal !» Il souleva son fusil et visa le tas dans le coin. « Je vais tirer !»« Non, attends, tu vas atteindre nos bêtes !» l'avertit Clark. Macready hésita. « Remue-toi alors !» Clark pataugea dans l'enchevêtrement de fourrure et de crocs et se mit à attraper les chiens par la peau du cou pour les séparer. Dès qu'il eut écarté plusieurs chiens, il fit tournoyer sa hache d'incendie et frappa à tour de bras la silhouette qui gargouillait et sifflait et que les chiens attaquaient. De l'obscurité surgit une épaisse patte noire, on aurait dit une patte d'araignée ou de crabe. Elle s'enroula étroitement autour de la hache et s'agita de façon spasmodique. Clark fut projeté contre le mur. Il réussit néanmoins à garder son arme à la main. Le reste de l'équipe arriva. Ils se groupèrent à l'entrée du chenil, derrière Gary, pour regarder le chaos qui régnait à l'intérieur. Macready voyait la chose clairement à présent. Il ne pouvait plus compter sur Clark. Il tira plusieurs coups de feu. Un bruit assourdissant emplit le chenil. L'un des chiens lui sauta dessus et l'envoya valdinguer par terre. Il perdit à nouveau sa lampe de poche. Dès que Macready tomba, Gary s'approcha tenant le magnum à deux mains. Il tira en direction du hurlement et des gémissements. Un chien aboya, touché. Macready rampa à la recherche de sa torche. « Clark, où es-tu » Celui-ci ne répondit pas. Il avait violemment heurté le mur. D'ailleurs, il était difficile d'entendre quoi que ce fût dans le chenil à présent, avec le sifflement, les aboiements frénétiques des chiens et les coups de feu réguliers de Gary. Giles arriva par un corridor latéral. Il traînait un gros conteneur sur un diable à deux roues. Deux tuyaux reliaient le conteneur à un énorme chalumeau industriel. Le mécanicien s'arrêta devant le chenil et hurla aux hommes qui s'y trouvaient. « Que se passe-t-il »« Giles, c'est toi » dit Macready. « Ouais, c'est moi, Mac. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut ? Tu as apporté le chalumeau ? Mène-toi le cul, entre !» Giles n'hésita pas. Il ouvrit les valves du conteneur et mit en marche l'appareil. Il se précipita dans le chenil en traînant les tuyaux derrière lui. Les autres hommes lui frayèrent un chemin. Il y avait encore beaucoup de monde à l'intérieur et il heurta Gary qui perdit l'équilibre. « Excuse-moi, chef, j'y vois pas encore très clair. T'occupe pas de moi » hurla le directeur en essayant de recharger son arme dans l'obscurité. « Charles » hurla Macready. « J'arrive, bon Dieu. Où es-tu ? Ici » Macready signala sa position avec sa lampe de poche, puis en dirigea le rayon vers le petit groupe de chiens qui se battaient encore. « C'est là, dans le coin. Dirige ton chalumeau dessus. Et les chiens, on s'en fout, le chalumeau !» Giles appuya sur un bouton. Une flamme bleue s'échappa du sommet de l'appareil. Il visa d'un air sombre la masse enchevêtrée des bêtes et ouvrit la valve au maximum. La flamme toucha le sol et atteignit le centre de la masse. Les chiens s'éloignèrent immédiatement en proie à une terreur primitive, momentanément plus puissante que la peur et la colère qui les poussaient à s'attaquer à la chose inconnue. Ils se dispersèrent et se dirigèrent instinctivement vers la porte ouverte du chenil. Une partie du parquet commença à s'enflammer. Quelque chose gémit, hurla et donna des coups de griffe au mur du plafond. Quelque chose de trop gros pour sortir par la rampe. « Ça brûle !» s'écria Giles inquiet. « N'arrête pas !» ordonna Macready. Il tira à plusieurs reprises dans les flammes. Gary se joignit à lui et vida son magnum sur le mur du fond, puis, tout en rechargeant son arme pour la troisième fois, dit aux hommes rassemblés derrière lui. « Les extincteurs !» Macready avait épuisé ses cartouches. Il se mit à côté de Giles et veilla à ce que personne ne se prenne les pieds dans les tuyaux. Il était déchaîné. « C'est ça ! C'est ça ! Continue, Giles ! Brûle ça ! Brûle ça !»
Le mécano maintint la pression de la flamme et se déplaça lentement vers le mur noir. Le sifflement se faisait toujours entendre dans le chenil, plus distinct maintenant que les chiens survivants étaient sortis. Dans le corridor, le reste de l'équipe s'occupait des animaux couverts de suie et les aspergeait de neige carbonique. L'odeur de fourrure brûlée emplissait l'air. La fumée et la neige carbonique asphyxiaient les chiens et les hommes. Norris guida 2 membres de l'équipe à l'intérieur du chenil et ils arrosèrent le sol pour empêcher les flammes de s'étendre. Au bout d'un moment qui sembla une éternité, le hurlement et la plainte s'éteignirent. Un dernier sifflement retentit longuement, puis le silence s'installa que seul troublait le ronronnement régulier du chalumeau. Macready se tenait près du mécanicien et lui tapait sur l'épaule de son poing, les yeux injectés de sang. « C'est bien, bonhomme! Brûle ça jusqu'au bout! Brûle ça !» Giles arrêta le chalumeau et dit d'une voix contenue. « C'est fait, vieux. C'est fini. » Macready le regarda, la respiration difficile, le poing encore prêt à frapper. Giles attrapa le bras du pilote et le serra. « C'est fini, Mac !» Il abaissa le chalumeau et avança. Un corps gisait contre le mur. « Hé, Clark !» Giles examina le visage du dresseur de chiens. Clark avait les yeux ouverts, fixes, mais il ne fit rien pour montrer qu'il avait reconnu Giles. Le mécanicien se tourna vers le corridor et ordonna d'une voix anxieuse. « Hé, allez chercher le docteur Copper, en vitesse !» Gary le rejoignit. Il se pencha et éclaira Clark de sa lampe. « C'est le choc, on dirait. » Giles regarda le coin atteint par la flamme du chalumeau. « Il a de la compagnie. » Ce matin-là, la salle de jeu se remplit lentement d'hommes épuisés. On lisait sur leurs visages les soucis et les séquelles d'une mauvaise nuit. Peu de conversation et bien sûr aucune des plaisanteries légères habituelles. On ne parlait qu'à voix basse, rapidement, sans quitter des yeux au centre de la salle la table sur laquelle gisaient des corps méchamment brûlés, ceux de 2 malheureux chiens et d'autres choses. Les 2 corps étaient collés l'un à l'autre comme des siamois et mêlés en un enlacement inextricable qui n'avait rien à voir avec l'amour. L'un d'eux portait un vestige de pansement, ce qui l'identifiait clairement comme le visiteur norvégien. Plus grand que son compagnon et plus gros qu'un chien esquimau normal, certaines de ses caractéristiques ne s'apparentaient pas à la race canine. Des flancs à la poitrine, son torse était craquelé comme du vieux plâtre et complètement pelé sur les bords. On aurait dit que quelque chose avait explosé dans les entrailles de la bête et essayait à présent d'en sortir. Des excroissances bizarres, espèces de cordons organiques, enroulaient les 2 corps et se rattachaient à leur chair. Cela rappelait les excroissances apparues sur le corps déformé du Norvégien que Copper, Blair et Fuchs avaient disséqué. Clark était assis sur une chaise contre le mur du fond. Il avait toujours le regard fixe, mais après le calmant administré par Copper, il commençait à émerger. Près de lui, son ami Knowles tentait avec douceur et patience de le réconforter. Non loin de là, Giles fumait un joint pour se détendre, mais sans y parvenir. Il ne ressentait aucun plaisir à fumer, pas ce matin. Il regardait fixement le parquet. Quand, dans le chenil, il avait dirigé le chalumeau sur la chose posée à présent sur la table, elle avait laissé échapper un hurlement terrible qu'il n'avait pas oublié. Les corps brûlés des 2 autres chiens se trouvaient par terre, près de la table et de son affreux fardeau. Eux, au moins, avaient vraiment l'air de chiens. Après un regard sur eux, Blair se tourna vers le simulacre de créature allongé sur la table. Le visage du biologiste montra une inquiétude croissante. Il se détourna, alla vers l'interphone mural reliant la salle de jeu à l'infirmerie. « Fox ?» La réponse fut longue à venir. « Ouais, c'est toi, Blair ?»« Oui. Comment ça marche ?» L'assistant en biologie se retourna et jeta un coup d'œil sur la table opératoire. 3 autres chiens s'y trouvaient, tous endormis et grièvement blessés, mais encore vivants. « Pas très fort, je ne suis pas vétérinaire. Clark non plus. » Blair regarda Clark, figé sur sa chaise. « Il n'est pas encore en état de nous aider. »« Je sais. » Le jeune homme se mordit la lèvre inférieure. « Je fais le maximum pour eux. »« Ok, à bientôt. »« Oui, et tu as trouvé quelque chose ?»
Non, pas encore. Salut, salut. Fox s'éloigna de l'interphone et se mit à dérouler de nouveaux bandages. Sur la table, l'un des chiens gémit. Du calme, mon vieux. On va en finir avec toi le plus rapidement possible. Je m'occupe de ta patte dans 1 minute. Il s'approcha de la table. Knowles tapotait l'épaule de Clark et souriait pour essayer de lui remonter le moral. Hé, c'est réglé, mon vieux. C'est fini. Elle est morte. Il montra du doigt à la table. Tu vois, il n'y a plus de souci à se faire maintenant. Clark tourna la tête lentement et réussit à esquisser un sourire. Je sais, Childs l'a tué, je l'ai vu. C'était la nuit dernière, hein? Knowles poussa un soupir de soulagement. C'est ça, vieux, exactement. Si Clark avait retrouvé la notion de temps, cela indiquait sûrement qu'il allait bien. Enfin, c'était ce que Cooper avait dit. Il le souhaitait ardemment. Il aimait bien Clark. Il n'était pas snob comme la plupart des chercheurs. Knowles leva les yeux vers le biologiste. Qu'est-il arrivé à ces chiens, Blair? Dit-il en montrant la table et les corps déformés. Le chercheur regarda Knowles, puis la table, et répondit. J'aimerais que tu me le dises, Knowles. J'aimerais bien. Le petit réduit était plein de boîtes contenant des fiches de 8 par 12, des bandes magnétiques, des outils et des caisses en plastique ouvertes avec des échantillons de roches. Norris était assis au petit bureau éclairé par une lampe dont le col en métal flexible placé selon un angle adéquat la faisait ressembler à un cobra. Elle éclairait les cartes que le géophysicien triait. Quelques indications y étaient portées en norvégien, d'autres en anglais. Il finit par trouver la carte qu'il cherchait et la plaça au-dessus de l'une des cartes norvégiennes. Il utilisa un marqueur noir pour porter les renseignements correspondants sur les deux. « Voilà, dit-il à voix basse. C'est là où ils ont passé la plupart de leur temps. J'ai vérifié avec leurs notes. Tu peux calculer les mois où elles ont été rédigées. » Il continua à tracer des petites flèches et des marques sur les cartes. Macready, qui regardait par-dessus l'épaule de Norris, se retourna en entendant un bruit. Bennings passa la tête dans l'entrebâillement de la porte. « Alors ?» demanda Macready. « Il fait plutôt mauvais dehors, Mac. 35 nœuds. Aucune chance que ça s'améliore ? Difficile à dire, je ne compterai pas dessus. Une bonne nouvelle pourtant. Ah, quoi donc ? Il n'y a pas beaucoup de neige en suspension actuellement. Il fait plutôt clair et tu n'auras pas de problème de gel. Mais on ne peut pas dire que ce soit un temps agréable pour voler. » Macready regarda à nouveau par-dessus l'épaule de Norris. « Je m'en fous, je vais y aller quand même. Je prendrai Palmer en cas de pépin. » Son regard se concentra sur l'une des deux cartes, celle qui portait des indications en anglais. « Tu es sûr que tu peux trouver l'endroit, Norris ?» Le géophysicien fit un signe de tête rassurant et se leva. « Les coordonnées sont les mêmes sur les deux cartes, nous allons le trouver. » Il commença à rouler les cartes ensemble et éteignit la lampe Cobra. Gary entra dans la salle de jeu, jeta un coup d'œil sur Clark encore hébété et sur Knowles auprès de lui, puis s'approcha de Blair et examina avec lui les formes entremêlées. Le directeur de la station portait une chemise propre et s'était rasé. Le magnum reposait dans son holster, nettoyé et rechargé. « Qu'as-tu trouvé, Blair ?» À part une manière lente de devenir dingue, pas grand-chose, répondit-il en ôtant les fragments de bande encore attachés à la patte gonflée. On peut être bigrement sûr que ce n'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur. Il lança un regard à Clark. Je suis certain que le chenil était fermé à clé quand Clark y est allé. Nous avons vérifié la porte extérieure des chiens. Elle était encore verrouillée de l'intérieur. Ce doit être le nouveau chien, le chien norvégien. Gary se montra sceptique et irrité. « Je n'y comprends rien, ce n'était qu'un chien. » Un rire aigu et railleur se fit entendre au bout de la salle. Il n'y avait aucun humour dans la voix de Childs. « C'était pas un chien, chef, j'ai pas besoin de diplôme pour comprendre ça. »« Cette bande vidéo que Macready nous a montrée ce matin, » murmura Blair doucement. « J'y ai pas compris grand-chose. »« Je lui ai demandé, » poursuivit le biologiste, « d'essayer de localiser l'endroit où les Norvégiens ont découvert cette étrange masse ovale et où l'explosion qui a cassé leur caméra a eu lieu. Il va prendre Palmer avec lui. Norris s'est également porté volontaire. Et toi ? Bien sûr, si tu penses que cette expédition est nécessaire. Diable,
Je ne vois pas ce que je peux proposer d'autre. Tu crois qu'il y a un rapport? Peut-être. Il se tourna pour regarder à nouveau la table et son énigme. De toute façon, je n'ai pas d'idée plus brillante. Et toi? Le directeur de la station essaya de trouver une explication aux événements insensés qui s'étaient produits, mais ne put que hocher la tête d'un air morne. Le vent soufflait dans le désert blanc. L'hélico sauta et tangua, et seule l'expérience et la détermination des passagers leur permirent de ne pas en faire autant. Macready s'efforça de garder le contrôle de l'appareil pendant qu'il traversait les courants et de rester le plus près possible du sol de manière à ne rien manquer, tout en gardant assez de liberté de manœuvre au cas où l'hélicoptère serait pris dans un tourbillon. C'était une tâche difficile qui exigeait une attention de tous les instants. La tempête disparut rapidement, mais l'air d'une pureté cristalline était trompeur. La seule différence, du moins en ce qui concernait Macready, était que lorsque la neige ou la glace ne soufflaient pas, il pouvait voir l'endroit où il risquait de s'écraser. Palmer occupait le siège du copilote, tandis que Norris, assis à l'arrière, regardait par-dessus leurs épaules. Il indiqua du doigt la carte plastifiée fixée sur le tableau de bord. Un de leurs emplacements devrait se situer exactement ici, et celui que nous cherchons se trouve à quelques centaines de mètres plus au sud. Je sais. Macready se pencha sur les manettes et l'hélico s'inclina à tribord. Une paroi élevée au sommet enneigé surgit devant eux. Norris lui jeta un coup d'œil professionnel. La symétrie de la formation suggérait que, très vraisemblablement, l'activité de la montagne en cours d'édification pouvait en être responsable. Cette paroi indiquait peut-être l'emplacement d'une faille ou d'un tunnel de lave, ou bien l'absence totale de pierre s'il s'agissait d'une arête fossilisée de glace pure. L'hélicoptère prit de l'altitude et survola la paroi. De l'autre côté, une plaine glaciaire s'étendait jusqu'aux montagnes éloignées. Dès qu'ils dépassèrent la ligne de faite, ils virent au centre de la plaine blanche comme une immense tache d'encre, un énorme cratère noir. Le labo était envahi de chiens morts. Ils reposaient en une macabre rangée, chacun soigneusement marqué à une patte. Clark avait suffisamment recouvré ses sens pour apporter son aide à ce travail sinistre, mais, finalement, la douleur l'avait emporté et il avait dû quitter la pièce. Chaque cadavre avait un nom, était un ami. Fux préparait de nouvelles lames que Blair étudiait au microscope. 2 cellules apparaissaient dans l'oculaire. Elles étaient constamment actives, jamais immobiles ou mortes. L'une semblait normale, l'autre absolument pas. Au moment où Blair regardait dans le microscope, les 2 cellules se trouvaient réunies par un fin courant de protoplasme. De la matière s'écoula de la cellule la plus grande, longue et mince, et pénétra dans la seconde cellule plus petite et sphérique. Celle-ci grandit alors visiblement et la paroi cellulaire se fractura en 3 endroits. Aussitôt, la plus petite cellule prit la même forme aplatie que l'autre et 3 nouveaux filets de matière s'échappèrent de l'intérieur. Aucune cellule ne parut avoir perdu de sa masse. Blair repoussa le microscope et fronça les sourcils en regardant son chronomètre. Il l'arrêta. Ce qu'il venait d'observer était incompréhensible. Macready fit sauter son appareil à 2 reprises au moment de l'atterrissage, mais ni l'hélicoptère ni les passagers ne s'en trouvèrent incommodés. Le ronronnement régulier des rotors s'arrêta doucement. Le pilote mit ses lunettes de neige et descendit sur la glace, immédiatement suivi de Norris et de Palmer. Le trajet fut bref jusqu'au bord du cratère. Macready s'arrêta pour repousser d'un coup de pied un fragment tordu de métal gris qui se désintégra. Ils en contournèrent un second très important. L'énorme trou avait plus de 4,50 m de profondeur. Beaucoup plus, même. Le fond du cratère était tapissé de métal noirci et carbonisé. Tout était soit gris, soit noir. Les fragments de métal étaient ternes comme de l'antimoine, mais lisses. Macready ne savait que penser de cette surface polie sans reflet. Les bords du cratère, aussi lisses que du verre, n'avaient été recouverts que récemment de neige fraîche. La glace, qui n'avait pas été emportée par l'explosion, ou ne s'était pas évaporée, avait fondu. La forme de l'excavation impliquait qu'elle avait contenu une vaste sphère. Macready rencontra le regard de Norris et ne dit rien. Seul Palmer n'essaya pas de cacher son effroi. « Eh bien, quoi que ce soit, c'est gros. »« Regardez ça !» Macready se déplaça sur sa gauche et ramassa quelque chose.
Ses compagnons s'approchèrent. « Vous reconnaissez ?» leur demanda-t-il. Palmer secoua la tête, mais Norris acquiesça rapidement. « On dirait les restes d'une charge moyenne de termites. Artillerie standard. L'OTAN utilise les mêmes explosifs que nous. » Ouais. Macready transporta dans l'hélicoptère le début d'une collection qui promettait de croître rapidement. Ils se dispersèrent et encerclèrent le cratère. Les rares débris solides qu'ils virent étaient trop gros pour être transportés. Une fine cendre grise qui s'élevait du centre de l'excavation recouvrait la glace. Norris s'agenouilla et sortit des tubes en plastique de sa poche. À l'aide d'un petit pic, il cassa la glace et en préleva des échantillons sur le périmètre du cratère. Les deux pilotes n'eurent pas grand-chose à faire, sinon à attendre le savant. Palmer continua de s'émerveiller de la taille du cratère. La glace ici, au sud, était aussi solide que du roc. Aucune charge thermite n'aurait pu faire ce trou. Macready, fatigué de marcher, rebroussa chemin et rejoignit Norris. Le géophysicien examinait une pièce de métal. Il avait ouvert une petite boîte qui contenait de minuscules fioles de réactifs et de catalyseurs. On avait collé une liste de symboles à l'intérieur du couvercle. Certains mots étaient en anglais, le reste se composait de mots arabes de plusieurs syllabes. Il ignorait tout de ces symboles. Sous le regard attentif de Macready, Norris versa quelques gouttes d'un liquide rouge sur l'échantillon de métal. Rien ne se produisit et le fluide se répandit dans la neige. Le contenu d'une seconde fiole fut essayé sans plus de résultat. Une odeur puissante se dégagea du liquide et chatouilla les narines de Macready. Norris leva les yeux vers lui. Au début, j'ai cru que c'était un alliage de magnésium. Il est assez léger, très léger. Il essuya soigneusement l'échantillon gris contre la glace, puis contre sa botte. Je n'ai jamais vu de métal avec une gravité spécifique si faible. Il y a certaines caractéristiques du lithium, mais c'est incroyable. Une matière comme celle-ci ne peut être utilisée comme un métal normal. Du moins, c'est ce qu'on croit. Il rangea soigneusement la fiole dans sa boîte. C'était de l'acide sulfurique concentré. Ça aurait pu aussi bien être de l'eau, vu son effet. Il tapota le fragment de métal de son doigt ganté. Et pourtant, une partie se transforme en poudre si on souffle dessus. « Tu ne sais donc pas ce que c'est » demanda Macready. Norris secoua la tête. « Absolument pas. Un genre d'alliage. J'aurais souhaité avoir étudié un peu plus la métallurgie, mais je parierais une double année sabbatique que ce métal est unique. » Il se tourna et regarda dégoûté le trou vide. Et ces pauvres idiots sont venus et ont tout fait sauter. « C'était pas de leur faute, Norris, dit Macready. Je suis sûr qu'ils ont placé leur charge avec soin. Ils voulaient sans doute juste casser la glace pour creuser plus facilement. C'est possible, répondit Norris d'un ton qui ne semblait pas très convaincu. Macready ramassa le fragment et l'examina. Une partie devient de la poudre, et une autre partie, comme ce morceau, résiste à un acide puissant. Alors comment ont-ils donc pu faire exploser le tout ? Quelque chose dans le métal ou dans ce qui s'est évaporé au cours de l'explosion a dû avoir une réaction chimique avec la charge de thermite, à moins que la chaleur n'en ait été la cause. Il reprit l'échantillon, le glissa dans un tube en plastique sur lequel il porta une inscription. Macready se leva et examina l'horizon. Il y a eu pas mal de bases provisoires installées dans cette région. Est-il possible que les Soviétiques, les Australiens ou d'autres aient enterré du matériel ici, dans cette station provisoire, et aient dû s'en aller en laissant une partie? Quoi, par exemple? Tu sais, les grands containers qui nous servent à entreposer l'essence pour les hélicoptères et le bulldozer. Il fit un geste vers le cratère. Est-ce qu'un groupe a pu en abandonner un ici? La charge explosive a pu balayer le reste du gaz. Macready était sur le point de trouver la solution. Il s'en aperçut et Norris aussi. « Désolé, Mac, contre-attaqua le géophysicien. D'abord, la forme du cratère ne coïncide pas avec ton hypothèse. Ensuite, cette glace date du glaciaire, elle n'est pas récente. Tu ne peux enterrer provisoirement un conteneur sous 6 mètres de glace solide. De plus, le propane, l'essence ou n'importe quel fuel est strictement rationné dans les avant-postes. Personne n'aurait pu partir et laisser une quantité importante de fuel derrière lui. Ça coûte beaucoup trop cher pour l'acheminer jusqu'ici. Ils avaient peut-être l'intention de revenir.
C'est possible, mais je ne le pense pas. Norris souleva une pleine poignée d'éclats de glace. Si on avait installé une base ici, le sol en aurait gardé des traces. Il y aurait eu des marques de traîneaux, même s'ils avaient uniquement dressé des baraques préfabriquées. Il se leva. Bien sûr, nous pourrons vérifier lorsque nous arriverons à joindre la station McMurdo. Ils enregistrent tous les camps qui s'installent dans la région. Et que se passerait-il si une équipe du RSS ou d'un consortium de l'Europe de l'Est, une équipe d'Allemagne de l'Est, Roumanie par exemple, avait organisé une opération clandestine ici? Mac, dit Norris, il y a des quantités de couches de glace tout aussi importantes près de leurs installations permanentes. Ouais, dit le pilote en donnant un coup de pied qui fit voler les petites particules. Mais peut-être que là-bas, on ne trouve pas de pétrole. Norris réfléchit un instant à cet argument. C'est une possibilité. Il regarda calmement Macready. Au bout d'un instant, le pilote lui sourit d'un air penaud. Ok, j'abandonne. Je ne crois à aucune de ces hypothèses. Il redevint sérieux. Alors, que vas-tu faire de ça? Tu sais foutrement bien ce que nous allons en faire tous les deux. Aucune chance qu'on ait testé une nouvelle expérience? Norris secoua la tête. Non, et toujours pour les mêmes raisons. Cette région a été chamboulée par des séismes il y a très longtemps. Cette glace est trop ancienne et trop tranquille pour qu'une telle expérience ait été possible maintenant. Il ramassa un autre échantillon de glace. Il est difficile d'avoir une certitude dans ce domaine, mais je dirais que cette glace, dans laquelle a été ensevelie la chose, date de plus de 100 000 ans, au moins du Pléistocène. Ils entendirent un cri derrière eux et se retournèrent. Palmer leur faisait signe. « Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver ?» demanda Norris. Macready et lui se dirigèrent vers le jeune homme. Palmer se trouvait à 50 mètres environ du cratère. Un gros bloc de glace rectangulaire avait été découpé sur la surface. L'excavation avait environ 15 mètres de long, 6 de large et 8 de profondeur, selon une estimation rapide de Norris. Les trois hommes fixèrent silencieusement le trou vide. La glace tourbillonna autour de leurs bottes comme de la dentelle blanche.